J'aurais aimé savoir aussi que l'anxiété, elle est ancrée dans l'état sympathique du système nerveux et que dans cet état, je ne peux pas être dans l'instant présent. Donc c'est inutile que je cours à des conférences sur la méditation, que je lise tous les livres de développement personnel. Tant que je suis dans cet état et sans accès en fait à mon état ventral, vivre pleinement dans le sens de savourer l'instant présent n'était pas accessible pour moi. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver. Nous sommes toujours dans notre série Back to Basics et nous sommes dans le deuxième épisode de Back to Basics. Le premier était consacré au style d'attachement. Là, dans cet épisode, on va aller dans le sujet de l'anxiété, sans grande surprise. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 15 ans, c'est-à-dire plus ou moins avant de rentrer au lycée, parce que c'est là que ça a vraiment commencé. En fait, je pense que j'ai toujours été une élève très stressée et tout ça, mais je le définissais pas comme de l'anxiété. Les premiers vraiment symptômes de l'anxiété, fin du collège, lycée, donc je me suis dit, ok, avant d'avoir 15 ans, avant d'entrer là-dedans, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir ? Et je veux commencer par ça, je veux commencer par le fait que l'anxiété vient sous différentes formes. Et peut-être que ça, c'est la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que je suis pas toute seule. Et que c'est pas parce que j'ai pas des attaques de panique ou des crises d'angoisse que je suis pas anxieuse, que j'ai pas d'anxiété. L'anxiété a de multiples visages. Et avant d'aller dans ce que j'aurais aimé savoir, cet épisode, ça va être le plus personnel de toute cette série-là, Back to Basics. On va aller dans les sources. Et ici, les sources, elles vont être similaires à celles sur le trauma, dont on parlera dans le prochain épisode, parce que c'est par là qu'il faut commencer, quand on parle d'anxiété, par le trauma. Donc, on va aller lire Gabor Maté, on va aller lire les travaux de Peter Levine, de Bessel van de Kolk, qui sont vraiment les pontes actuellement sur le sujet, et depuis un bon moment déjà. Et spécifiquement sur le sujet de l'anxiété, j'aimerais citer des sources qui vont peut-être te surprendre un peu, parce que ce sont des travaux de médecins qui parlent d'alimentation. Et ça, c'est une des choses que j'aurais aimé savoir, c'est le lien entre inflammation chronique et anxiété qui est maintenant bien établi, et qu'on me dise que ce que je mets dans mon assiette, ça agit sur ma santé mentale. Ça, c'est définitivement quelque chose que j'aurais aimé savoir. L'époque où l'anxiété a commencé pour moi coïncide avec l'époque où j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires aussi, où j'ai commencé à éliminer tout le gras, toutes les protéines de mon alimentation. Et puis je suis devenue végétarienne, ensuite végane. Donc voilà, je ne dis pas qu'il y a nécessairement de lien de causalité direct. Il y avait aussi tous mes traumas, on s'entend. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, je suis consciente que mon alimentation a grandement participé à la détérioration de ma santé mentale. Le gras et les protéines, c'est la base si on veut prendre soin de notre cerveau et de notre corps de façon générale. Et donc, les éliminer, ça a eu des conséquences catastrophiques pour moi. Alors oui, j'étais aussi mince que je le voulais, mais j'étais misérable. Donc les sources en question. Le livre qui m'a ouvert les yeux là-dessus, c'est The Ultramind Solution, du docteur Mark Hyman. Il est toujours pas traduit en français, malheureusement, mais voilà. En France, très intéressant, il y a les travaux du docteur Guillaume Fond, F-O-N-D, qui parle beaucoup du lien entre nutrition et santé mentale. Il a écrit un livre qui s'appelle « Bien manger pour ne plus déprimer ». Et puis, il y a le livre bien connu aussi de Julia Enders sur le lien entre cerveau et intestin, qui s'appelle « Le charme discret de l'intestin ». Je vais commencer cet épisode par la classification officielle des troubles anxieux, parce qu'on est dans un back to basics, donc on revient aux fondamentaux, mais je vais passer rapidement parce que je pense que c'est quelque chose que vous savez déjà. Et puis, vous le savez aussi, je trouve que se mettre une étiquette, ça n'a pas une grande valeur ajoutée.
Donc c'est plus à titre informatif pour savoir ce qui existe. Donc on a l'anxiété généralisée, ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé. Ça, c'est vraiment ce sentiment persistant d'insécurité, une inquiétude permanente, et puis une inquiétude qui est excessive aussi, et qui va jusqu'à interférer avec notre quotidien, avec notre vie, avec nos activités quotidiennes. Et bien sûr, ce trouble anxieux généralisé, il peut être accompagné de symptômes physiques, de la nervosité, de la fatigue, on a du mal à se concentrer parce qu'on s'inquiète tout le temps et qu'on a des ruminations, il y a de l'agitation, il peut y avoir des troubles du sommeil, il y a beaucoup de sympathiques, donc il peut y avoir tout ça. Donc ça, c'est l'anxiété généralisée. Et puis il y a ce qu'on appelle le trouble panique. Il y en a 6 en tout cas, qui ont été recensés par l'INSERM de troubles anxieux, de ce qu'on met dans l'anxiété. Donc le trouble panique, ça, c'est une anxiété qui évolue par crise, en fait, donc des attaques de panique. Il y a cette détresse dans le corps et psychologique, et c'est des attaques où il y a une grande peur, en fait, vraiment une peur intense, on a l'impression qu'on va mourir. Il peut y avoir ce sentiment de catastrophe imminente, que voilà, tout va se terminer, et vraiment c'est la perte de contrôle de soi, en fait. Et comment ça va se traduire dans le corps, ça, les attaques de panique? Ça peut être des palpitations, le rythme cardiaque qui s'accélère, on transpire, peut y avoir des tremblements aussi, une sensation d'essoufflement, mais dans le sens de ne pas arriver à aller chercher l'air, peut y avoir des douleurs dans le thorax aussi, comme des douleurs au niveau du cœur. On peut se sentir faible aussi, ou comme des vertiges, des nausées, des bouffées de chaleur, peut y avoir des douleurs aussi au niveau abdominal. Donc tout ça, ça peut faire partie du package de l'attaque de panique. Ensuite, on a les phobies. Donc j'ai la phobie des araignées, j'ai la phobie de prendre l'avion, j'ai la phobie d'une paire de ciseaux même. Voilà, les phobies, ça va être vraiment... Voilà, c'est une peur qu'on ne peut pas raisonner, qui souvent n'a pas de fondement rationnel, mais qui est là, qui est persistante et qui est énorme, en fait, qui prend énormément de place. Les personnes qui ont peur des araignées, même voir une araignée à la télé, ça peut être ça peut déclencher tous ces symptômes du cœur qui s'accélère, de la peur en tout cas, qui est là. Et ce que ça va faire souvent, c'est que ça va mener à l'évitement. Les personnes vont tout faire pour ne pas prendre l'avion, ne pas avoir une araignée, etc. Ensuite, on a l'agoraphobie. Donc ça, c'est une phobie, mais plus spécifique. C'est la peur des lieux publics, de la foule. Ça va être super intense dans les espaces qui sont ouverts, où il y a beaucoup de monde. Donc les transports, même les supermarchés, une file d'attente, ça va être super difficile, ça. Et en fait, c'est tous les endroits où la fuite n'est pas possible. Ou en tout cas, on se dit que la fuite n'est pas possible. Et du coup, ça va donner cette anxiété genre hyper intense, et souvent disproportionnée par rapport à la situation réelle, parce qu'en vrai, il n'y a pas de danger, mais voilà, on a super peur. Et l'agoraphobie, c'est quand même assez problématique pour les activités quotidiennes, c'est-à-dire que ça interfère très vite dans la vie, et moi, ça c'est mon opinion, je pense que c'est pour ça qu'ils en ont fait une catégorie à part. Et puis il y a l'anxiété sociale, ça c'est l'anxiété qui va venir dans les relations. Okay, donc c'est vraiment cette idée de ressentir une gêne, ressentir de l'humiliation, ou se sentir rejeté, ou se sentir méprisé, alors que, même si c'est pas le cas, mais dans les interactions sociales. Donc les interactions sociales en elles-mêmes génèrent de l'anxiété. Et ça va être la peur extrême d'aller parler, même dans un groupe de personnes, parler en public bien sûr, mais même parler dans un groupe de personnes, rencontrer des nouvelles personnes, tout ça va être très difficile. Et puis on a le trouble d'anxiété de séparation qu'on trouve alors à la fois chez les adultes ou chez les enfants, qui vont avoir peur d'être séparés de la personne dont ils sont les plus proches. Alors pour les enfants, moi je vois pas trop pourquoi c'est pathologisé, parce que voilà, on sait que surtout très jeunes, les enfants ils sont vraiment faits pour être attachés à leurs parents, donc c'est normal qu'il y ait de l'anxiété quand il y a séparation. Le truc, c'est que ça peut continuer de façon très forte à l'âge adulte. Et donc là, pour moi, c'est plus compréhensible que ce soit évoqué ici dans ces catégories de troubles. Donc voilà, ça c'est les 6 catégories. Ça nous permet peut-être d'y voir déjà un peu plus clair. Et moi, il y a une part de moi qui se dit, si c'était aussi simple, ça serait vraiment cool. La réalité, c'est que entre 2 classifications, il y a plein de nuances. Donc on va commencer avec ce que moi j'aurais aimé savoir sur l'anxiété.
Pour moi, l'anxiété, ça ressemblait, et c'est pour ça que moi, je peux me mettre dans aucune catégorie, par exemple. C'est pour ça que c'est intéressant, mais pas très très aidant finalement. Pour moi, l'anxiété, ça ressemblait à la tête qui ne s'arrête jamais, un sentiment de panique face au vide, mais face au vide dans le sens où quand il se passait rien, en fait. Et du coup, le besoin de remplir le moindre instant de ma journée, sous peine de succomber à des questions existentielles sombres et à une déprime dans lesquelles j'avais vraiment l'impression que j'allais me noyer. Pour moi, c'était aussi garder la face, coûte que coûte, et ne me confier à personne, parce que comment est-ce qu'on pourrait m'aimer si je ne suis pas solide, si je ne suis pas un roc pour les autres? Qui allait m'aimer juste pour qui je suis? Alors, en fait, je savais même pas ce que ça voulait dire juste être, en fait. Donc il y avait ça pour moi dans le package de l'anxiété. Il y avait aussi le fait de me sentir à ma place nulle part, toujours avoir l'impression d'être décalée dans un groupe. Et c'est étrange parce que quand je regarde des photos aujourd'hui de colonies de vacances ou des photos avec mes amis à la fac, je vois que j'étais comme les autres. Habillée de façon similaire, aussi jolie que les autres, le même sac à dos, tout semble normal. Alors pourquoi j'avais constamment cette impression d'être complètement différente? De ne pas être en phase avec le reste de mon monde, de ce qu'était mon petit monde. Et j'aurais aimé savoir que ça fait partie du package, le sentiment de ne pas être à sa place, l'impression de devoir fuir toute situation sociale et en même temps la peur d'être seule. Le FOMO, vous savez, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose quand je participais pas à des événements aussi. L'anticipation que du coup, personne ne m'inviterait plus jamais, personne ne m'impliquerait plus si je continuais à dire non. J'aurais aimé savoir que le trauma crée ça. Le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas appartenir, d'être différent. J'aurais aimé savoir que ça n'a rien à voir avec moi et que c'est le résultat direct de mon histoire. L'anxiété pour moi, c'était aussi ne pas pouvoir aller à un cours de yoga, mais c'était même pas juste un cours de yoga en fait, même passer une après-midi avec des amis, être dans quelque chose où j'étais pas occupée dans ma tête en fait, sans avoir justement 1000 to-do list dans la tête et puis des scénarios catastrophes constants qui étaient vraiment mes fidèles compagnons. Pendant mes études, je me souviens, quand mon copain il partait le matin au travail, à chaque fois, je me demandais, chaque matin, je me demandais, est-ce que je vais le revoir? Parce que j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est tellement pesant de vivre comme ça. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vivre ça. Jusqu'à vous demander si vous avez été insouciant un jour. Je me la suis posée tellement de fois, cette question. Vraiment la sensation que j'allais jamais retrouver mon insouciance. Maintenant, je sais que ça peut changer. J'aurais aimé savoir que les pensées prennent le relais quand la présence au corps, elle est insupportable. Parce que les niveaux d'activation et de peur, ils sont tellement élevés que je l'aurais pas supporté. Et puis pour moi, c'était la performance. On parle d'anxiété ambitieuse, ça faisait partie de cette démarche de remplir chaque instant et le remplir le mieux possible. Il fallait que chaque minute soit la plus productive possible et la plus optimisée possible. Réussir tous mes examens du meilleur programme de droit dans lequel j'étais, être la plus présente dans l'association avec qui je faisais les maraudes, auprès des sans-abri, gagner mon argent moi-même en ayant les meilleurs petits boulots, les plus shiny, les plus brillants. Vraiment cette obsession de cocher toutes les cases. Parce que je confondais, en fait, je pensais que vivre pleinement, c'était cocher toutes les cases. Or, ce sont deux choses radicalement différentes. Aujourd'hui, je le sais. Radicalement opposées même. J'aurais aimé savoir aussi que l'anxiété, elle est ancrée dans l'état sympathique du système nerveux et que dans cet état, je ne peux pas être dans l'instant présent. Donc c'est inutile que je cours à des conférences sur la méditation, que je lise tous les livres de développement personnel. Tant que je suis dans cet état et sans accès en fait à mon état ventral, vivre pleinement dans le sens de savourer l'instant présent n'était pas accessible pour moi. Et j'aurais aimé savoir ça, et j'aurais aimé savoir qu'il est inutile que je me flagelle avec ça, en fait. Parce qu'il y avait de la culpabilité. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à être aussi insouciante que les autres, alors que j'ai tout eu? Ok, mes parents ont divorcé, mais est-ce que c'est pas le cas de la moitié des couples aujourd'hui? Il y a rien de terrible, ni même de spécial là-dedans. J'aurais aimé savoir ce qu'est le trauma, et on plongera là-dedans, dans le prochain Back to Basics, dans le prochain épisode. Et j'aurais aimé savoir que grandir avec quelqu'un de colérique et de violent à la maison, c'est traumatique, et que mon corps en a gardé la trace, et c'est pour ça que je continue à courir partout.
Pour mon système nerveux, le tigre, il est à mes trousses, sauf que je le vois pas. Et je le sentais, ça. Je le voyais pas, le tigre, mais je sentais l'adrénaline et il m'en fallait. Il fallait du changement, il fallait de l'adrénaline, il fallait qu'un jour ne ressemble jamais à l'autre, sous peine de m'ennuyer. Une autre façon pour mon corps de me dire qu'il avait pas envie d'être là. Mais ça, je le savais pas. Jusqu'à l'épuisement. Jusqu'à ce jour dont je me souviendrai toujours, où je suis sortie de chez moi à 7h du matin, la clé dans la porte, et j'ai fondu en larmes juste à l'idée de la journée qui m'attendait. C'était trop. Et tout me semblait insurmontable, j'avais envie de rien. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir, que l'anxiété et la dépression sont de très bonnes amies, qu'elles prennent le relais l'une de l'autre, souvent. Quand le système il n'arrive plus à maintenir des niveaux d'énergie élevés, ces niveaux d'énergie que requiert l'état sympathique, il peut aller dans un troisième état, un état de conservation d'énergie extrême, qui peut être un endroit très sombre. Pour moi, c'est un état que j'ai expérimenté quand j'arrivais plus à sortir de mon lit. Et c'est là que les séances chez le psychiatre ont commencé, parce que ma mère a pris peur en me disant que ce que je racontais ressemblait beaucoup aux premiers signes de dépression. Et je crois qu'elle avait raison, j'y allais, doucement mais sûrement. Et donc j'ai commencé ces séances. Et une autre chose que j'aurais aimé savoir, qu'en parler ne suffisait pas, que c'est seulement une pièce du puzzle, qui est un puzzle qui est tellement plus complexe que ça. J'aurais aimé savoir que sans adresser le corps et l'inconscient, les choses allaient prendre tellement plus de temps que nécessaire. Et en même temps, délier la parole est nécessaire. Pour moi qui étais convaincue de pouvoir tout faire toute seule et d'avoir jamais besoin de personne, rien que en fait la démarche de trouver quelqu'un pour faire ce travail, elle a été fondamentale pour moi. Mais j'aurais aimé savoir que c'était une étape et que c'était pas suffisant. Pour moi, c'était ça, l'anxiété. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir. Pour d'autres, c'est la panique physique, dès qu'ils entrent dans une pièce où d'autres personnes sont présentes, comme je l'ai dit. L'essoufflement, les battements du cœur, la nausée qui viennent sans prévenir. Juste de la peur pure qui leur dit quitte la pièce, quitte le bâtiment tout de suite. Et ils n'arrivent plus à penser, ils n'ont aucune marge de manœuvre pour évaluer la situation, pour voir que tout est magnifié en fait par leur imagination. Pour d'autres encore, c'est l'impression d'être dans le monde sans vraiment y être, d'avancer sans trop savoir comment, parce que la dissociation, elle est là en permanence. Pour d'autres, c'est les pensées obsessionnelles, les tocs. Et puis il y a la honte, le désespoir qui viennent face à l'incapacité de combattre les inquiétudes constantes, cette panique et les symptômes physiques qui vont avec. Moi, j'aurais aimé qu'on m'explique ce que c'est le trauma, comment fonctionne le système nerveux, et trouver une communauté qui soit tournée autour de l'apprentissage et pas en mode victime. Parce que plus tard, quand j'ai mis des mots et que j'ai compris que j'avais de l'anxiété, j'ai tenté de rejoindre des groupes Facebook sur le sujet. Mais les plaintes constantes de ces personnes, ça me tirait plus vers le bas qu'autre chose. Et parce que j'ai toujours eu cette part, vraiment cette part de moi qui savait qu'elle pouvait s'en sortir. Et pendant longtemps, j'ai pas trouvé de communauté qui soit élevante en fait, qui m'élève, qui soit guérisseuse, qui me donne de l'espoir. Il y a une citation de Viktor Frankl que j'aime beaucoup, qui dit « Tout peut être enlevé à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance, celle de choisir sa propre voie. » Et je crois que même au plus profond de l'anxiété, ce qui nous reste, c'est de choisir si on va continuer à faire un pas après l'autre vers la guérison, ou pas. C'est un puzzle complexe, parce qu'on est des êtres complexes et que nos traumas sont complexes aussi. Et en même temps, il y a un ordre dans lequel on fait les choses. Et j'aurais aimé qu'on me parle de trauma, d'attachement, de capacité, parce que c'est par là qu'il faut commencer. J'aurais aimé qu'on me dise que parler encore et encore de ce que j'avais vécu ne faisait que renforcer les voies neuronales en question et du point de vue de la neuroplasticité me desservait, en fait. J'aurais aimé connaître les notions de capacité et de ressources, comprendre qu'avant d'en parler et donc de revivre les événements, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on les revit, j'avais besoin d'augmenter ma capacité à être présente à ce qui se passait dans mon corps pendant que je parlais. Et que pour faire ça, j'avais besoin de prendre les choses petit bout par petit bout. Et que les ressources, ça sert à ça. Je peux raconter un petit bout, sentir l'activation, revenir dans l'ici et maintenant, en m'orientant vers quelque chose qui me fait du bien, en allant vers une ressource. Et en opérant de cette manière, j'augmente ma résilience, j'enseigne à mon système nerveux, qui a jamais eu l'occasion d'apprendre ça,
j'enseigne à mon système nerveux, tu peux revenir dans la sécurité, tu peux retrouver ton chemin vers l'état ventral. Voilà ce que j'aurais aimé savoir avant mes 15 ans, avant même d'entrer au lycée. En résumé, que l'anxiété n'est pas dans ma tête, que ce que je mets dans mon assiette compte, que mes traumas ils sont pour quelque chose, que c'est pas de ma faute, que l'anxiété ne vient jamais seule. Il y a la déprime, il y a la honte, il y a le désespoir, il y a tous les symptômes physiques aussi. Que demander de l'aide ne fait pas de moi une personne faible. Que juste en parler et lire des livres ne suffit pas. Que je dois être prête à apprendre comment fonctionne mon corps et en particulier mon système nerveux si je veux accélérer le processus et que la transformation soit durable. Et que la communauté est un élément clé de la guérison. Voilà ce que, selon moi, on doit s'appliquer à transmettre aux générations qui viennent, et ça commence par créer une société informée sur le trauma à tous les niveaux, des cercles privés jusqu'aux institutions. Je sais que ça va mettre du temps, et je sais aussi que ça se fait une personne à la fois, jusqu'à atteindre une masse critique de personnes qui seront éveillées sur ces sujets-là. Alors merci d'être ici, parce que même si ta carrière actuelle n'a rien à voir avec les sujets de ce podcast, tu participes à leur déploiement par ton propre chemin de guérison. À chaque fois que tu en parles à un ami, à chaque fois que tu partages le podcast à quelqu'un, ou que tu décides de répondre différemment à une situation difficile dans ta famille, à chaque fois, tu portes le message. Ce travail, quand il est incarné, il est solide et il a un effet ricochet puissant sur toutes les personnes avec qui on entre en contact. J'en suis convaincue parce que je l'ai vécu et je continue à le vivre encore et encore. Le travail avec notre système nerveux, c'est le plus puissant qu'on puisse faire. Alors merci, à très vite pour l'épisode 3 de notre série Back to Basics.